Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Arnaud. Salut. Je suis très content de te retrouver et que tu sois le premier invité de Singularité IA. Moi donc, aussi. En studio, ici, Ouais, en c'est vidéo. Donc, alors, la première personne que je veux saluer, alors vous inquiétez pas, elle va bien, elle est en vie, elle n'est pas malade, c'est mon acolyte JB, Jean-Baptiste Berthoud. Donc là, c'est à Paris, donc on peut, comme vous savez, on n'habite pas à Paris, on habite un peu loin, donc on ne peut pas être là tout le temps ensemble. Donc on fera de temps en temps des podcasts séparément, et surtout quand ce sera en vidéo, parce qu'on souhaite renouveler cette expérience régulièrement. Donc, mon cher Arnaud, alors je ne sais pas comment te présenter, parce que sur LinkedIn, je t'ai connu avec 3 noms différents. Je pourrais t'appeler Monsieur Forward, Monsieur Duval ou Monsieur Cliquenois. Ouais. Donc Arnaud, qui es-tu et comment tu pourrais te présenter ? Eh bien écoute, moi je m'appelle Arnaud Cliquenois. Cliquenois, c'est mon nom de naissance. Duval, c'est mon nom marital. C'est vrai qu'à la base, j'avais mis mon nom marital, un petit hommage à ma petite femme. Parce que c'est vrai qu'il y a peu d'hommes qui mettent leur nom de marié. Moi, je l'avais mis. Ça me plaisait de le mettre, tout simplement. Et à la base, j'avais mis tout début Arnaud Forward parce que j'ai une entreprise qui s'appelle AI Forward et je me suis dit que ça faisait très cool. Ouais, on va en parler. Ça faisait très cool, mais après j'ai pris vite peur quand on m'a dit que en fait LinkedIn pouvait bannir des comptes si c'était pas les vrais noms. Je me suis dit oh mince. Et j'ai vite changé mon nom pour mettre le vrai et maintenant on peut mettre 2 noms de famille du coup sur LinkedIn. Et j'avais mis Duval que j'ai enlevé après parce qu'en fait il y a trop de confusion. Donc du coup maintenant c'est Arnaud Cliquenois de chez AI Forward, CEO, comme ça les gens, mes clients surtout me retrouvent plus facilement. Donc, Très bien. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai donc créé une entreprise il y a un peu plus d'1 an et demi qui fait de la formation, qui fait de l'intégration, du développement et du conseil dans l'intelligence artificielle. C'est très à la mode aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand je l'ai créé il y a 1 an et demi. Non, c'était pas du tout le cas. C'était même très très rare parce qu'en fait, j'ai commencé un petit peu avant la sortie de ChatGPT. ChatGPT, c'était un peu le Graal pour moi, mais j'ai commencé un petit peu avant. Et voilà, est-ce que tu veux que je commence par la genèse de tout ça en fait, j'allais te demander justement quel avait été ton parcours avant d'arriver à l'intelligence artificielle, d'où ça vient, pourquoi une passion, ça date de quand, tu peux me décrire et nous décrire ton arrivée jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, je suis assez particulier dans mon genre, c'est que je suis quelqu'un qui est autodidacte, mais à 100%. C'est-à-dire que je suis plutôt fier de ça aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas avant. Hein. J'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant très 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 longtemps. Je l'ai encore de temps en temps, il ne faut pas se le cacher. Mais en gros, j'ai commencé à toucher un PC à l'âge de 8 ans. Quand j'ai eu mon père qui m'a ramené mon premier PC qui était un Packard Bell à l'époque, tu vois, il travaillait chez EDF, GDF, il avait des prix pour les PC, bref. Il m'a ramené un Packard Bell, je suis tombé tout de suite amoureux en fait de l'ordinateur. Je me suis dit c'est incroyable, une machine où on peut faire tant de choses, etc. Et j'ai commencé à utiliser Adi au début. Je sais pas si tu connais. Mais... Si, de nom. Alors j'ai pas fait Adibou, j'ai fait Adi directement parce que. Pas aussi dit que toi, mais en tout cas je connais le nom. Voilà, j'ai commencé avec Adi. Alors moi j'ai tout de suite triché sur les exercices pour avoir les jeux le plus rapidement possible parce qu'en fait plus tu faisais des bons points et des bons scores, plus tu arrivais à avoir des jeux sur le petit logiciel qui s'appelait Adi et Adibou d'ailleurs. C'est des logiciels éducatifs. Et bref, je me suis pris de passion et de mes 8 ans, j'ai pu lâcher en fait l'ordinateur. Toute ma jeunesse, j'ai été un geek comme dans le plus large du terme, c'est-à-dire j'ai joué à énormément de jeux vidéo, beaucoup en ligne aussi, beaucoup à des FPS, à des Battlefield, etc. À 1.6, je séchais même au collège et tout pour aller jouer juste pour ça. J'ai commencé aussi à démonter des PC à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'hardware en fait. Et du coup, l'IA, j'y suis tombé un peu dedans en fait dès le début parce qu'en fait, dans les jeux vidéo, c'est basique. Mais en face, quand tu joues à des jeux en solo, t'as des intelligences artificielles qui est très bête. Hein. Il y a 20 ans en arrière, c'était une IA qui était pas folle. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas encore trop ça. On commence à s'améliorer d'ailleurs. Je sais pas si la generative AI changera les choses, mais si, ça commence à changer quand même. Donc mon premier regard, en tout cas, même si j'avais pas forcément connaissance de ça, de l'IA, c'était dans le jeu vidéo. Et je me suis intéressé forcément à développer. J'ai développé des scripts quand j'avais 14-15 ans, donc j'ai essayé de bidouiller. Très mauvais à l'école. J'ai plus peur de le dire, mais avant j'avais peur de le dire, mais j'étais très mauvais à l'école où l'école m'aimait pas trop. Je sais pas, je pense que j'étais un élève assez particulier, tu vois. T'étais trapèze, t'étais devant en classe, au fond de la classe Non, moi j'étais souvent au fond de la classe et souvent les profs savaient pas quoi faire de moi en fait. C'est-à-dire que je pense que je comprenais très vite, mais ça ne m'intéressait pas et j'étais pas. Je pense qu'on se retrouve là-dedans, c'est pour ça qu'on s'entend bien, mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal à l'école et tout
de suite, on m'a dit, en fait, quand j'étais fin collège, on m'a dit bah écoute Arnaud, t'es un cancre, et les cancres, on les met en CAP, en BEP, et tu finiras sûrement avec un bac pro, et puis voilà, t'iras sur les chantiers ou dans ton boulanger. Alors déjà, j'ai trouvé ça très méprisant pour ceux qui font ce métier. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je connais des gens qui étaient très bons à l'école, qui sont devenus pâtissiers ou qui sont devenus, tu vois, sur les chantiers, et vraiment, j'admire ces gens-là. Et tu sais que c'est la mode à Paris, la mode entre guillemets, les grands cadres, dans les banques, ils en peuvent plus, les financiers, etc. Moi, je veux un métier manuel, un métier qui est proche des gens et tout, et ils font menuisier, pâtissier, tous ces métiers qu'on nous fait mépriser en fait. Qu'on méprisait. Alors je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est encore difficile, mine de rien. Ce qui est horrible, parce que c'est des métiers qui sont magnifiques en vrai. Sauf qu'on m'a dit du coup, voilà, moi en fait à la fin collège, j'ai dit moi je veux être informaticien. On m'a dit mais dans tes rêves, tu le seras jamais. Vu tes résultats scolaires, tu le seras jamais. Et on m'a jamais non plus proposé de solution pour l'être, tu vois. Donc j'ai dit très bien, je laisse tomber mon rêve d'être informaticien, je laisse tomber mon rêve de travailler dans les jeux vidéo. Et je vais faire ce qu'on me dit, je vais aller en CAP comptabilité, que j'ai eu, en BEP comptabilité, que j'ai eu, après j'ai fait un bac pro logistique, vraiment des trucs qui me passionnaient, mais alors pas du tout. Vraiment pas. Mais j'ai pas laissé tomber, puis j'ai eu des parents aussi, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai eu des parents qui étaient ouvriers, mais qui ont tout fait à chaque fois pour moi et mes frères, tu vois, pour nous donner ce qu'ils pouvaient. Ils ont travaillé beaucoup, ils m'ont appris quand même le goût du travail, et je les en remercie pour ça d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est grâce à eux que j'en suis là, parce que tous les PC que j'ai pu avoir dans mon enfance, c'est grâce à ma mère, c'est grâce à mes parents, même si ma mère venait dans ma chambre me disant arrête de parler à ton ordinateur alors que je parlais à des gens, mais bon, c'est pas grave, ça a été aussi, pour eux c'était un choc aussi, l'apparition de l'ordinateur et d'internet. Donc c'est quelle époque ça? T'es un peu plus jeune que moi, donc c'est années 95, 98. Enfin déjà 98 c'est quand j'étais petit, et après 2005 quoi, 2005 c'est l'adolescence. 2008. T'es né en quelle année? Je suis né en 89. Okay. Donc 34 ans. Donc t'es un peu plus vieux que moi. Mais voilà, je peux pas empêcher de connaître beaucoup d'évolutions de l'ordinateur en tout cas. Il m'intéressait énormément. Et ouais, des parents assez extraordinaires qui m'ont permis de m'épanouir là-dedans. Donc du coup, j'ai commencé malheureusement non. Après, j'ai commencé en tant que magasinier chez Opel. Alors, je sais pas si c'est ce que c'est un magasinier, mais c'est la personne qui s'occupe des pièces détachées dans les garages en fait. Le métier qui me passionnait pas du tout par défaut en fait. Et j'ai quand même réussi à trouver là-dedans que ce que j'aimais le plus, c'était d'aller au comptoir et de parler aux clients. Tu vois. Je me suis dit putain, j'aime vachement ça. J'aime quand même vachement. Alors ce contact avec les clients, tu vois, je me suis dit c'est un truc qui me correspond. Je me suis dit ok, je veux devenir commercial. À partir de ce moment-là où je suis parti en autodidacte, et je me suis dit je ferai ce que je veux dans la vie à partir du moment où je l'ai décidé, et c'est à peu près ce que j'ai fait d'ailleurs. Et du coup je me suis dit je vais être commercial, mais pour être commercial il faut bien commencer quelque part. Donc du coup j'ai été vendre des jeux vidéo à Micromania en tant que simple vendeur. Après de vendeur je suis passé à vendeur de fenêtres, et de vendeur de fenêtres je suis passé après en vendeur B2B, ce qu'on appelle business to business, pour vendre les pneumatiques, et voilà, j'ai fait ça, j'ai fait mon petit parcours, mon petit bonhomme de chemin. Jusqu'en 2012, où en 2012 là je jouais encore, j'étais encore en geek, ça j'ai pas laissé tomber ma passion, ça personne pouvait me l'enlever, et je faisais aussi du commentary avec une personne qui s'appelle Kenny, ou Kenny Stream. Alors toi ça te dit rien peut-être du tout. Tu peux expliquer ce que c'est le stream? Je vais expliquer. Le commentary c'est commenter des parties en fait de jeux vidéo, de League of Legends surtout à l'époque. D'accord. Et en 2012 c'était très rare parce qu'on faisait partie des premiers d'ailleurs. Et ça m'a donné l'occasion, en fait, la chance d'être repéré par une structure qui allait se créer, qui s'appelait Eclipsia. Alors ça va peut-être parler à beaucoup d'auditeurs, peut-être beaucoup plus les jeunes surtout. Eclipsia c'est devenu une des plus grosses structures françaises par la suite, mais du coup on m'a contacté pour créer la Web TV au début. Donc j'ai été là-bas à Bordeaux, j'ai pris, comme j'étais autodidacte, j'ai pris aussi mes valises et mon courage surtout. Je pense que j'ai eu beaucoup de courage à chaque fois, c'est de quitter des emplois où j'étais très bien, où j'avais des bons salaires, malgré mon niveau scolaire qui était très bas. J'ai toujours réussi à avoir des bons jobs, et je suis parti à Bordeaux. J'ai créé une web TV en 3 mois avec Kenny Stream, maintenant qui est aussi très très connu dans le milieu du streaming, qui en fait toujours son métier. Et au bout de 3 mois, j'ai arrêté parce que j'ai rencontré ma femme et que ça n'a pas plu aux dirigeants de l'époque, etc. Donc j'ai choisi ma femme avec qui je suis très heureux. J'ai 2 enfants aujourd'hui, on en parlera plus tard peut-être, mais voilà, j'ai choisi ma femme qui était plus important que le job. Le job, en fait, ça se crée. Et j'ai eu ma première expérience après d'entrepreneur, parce que j'ai créé ma propre structure e-sport, donc dans le jeu vidéo toujours, qui s'appelait Warseat. Et j'avais plusieurs équipes sur plusieurs jeux différents que j'emmenais partout en France, etc. Donc là, j'avais bien investi de l'argent avec un associé. Ça a duré 4 ans, sauf que en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne époque, pas le bon moment pour lever des fonds pour ces structures-là, parce que c'était pas assez connu. Ça faisait encore 2015-2016.
Et donc, j'ai arrêté ça et je suis reparti après en B2B et pour devenir cadre commercial dans la logistique. Donc, un très beau poste aussi, très bien payé, avec belle voiture, machin, etc. Ça a duré jusqu'à mes 31 ans. J'ai fait un burn-out, forcément, parce que ça reste un métier pour manger, tu vois. Et je m'épanouis pas, je suis pas heureux. En fait, je suis heureux d'aller voir les clients, mais je crois pas en produit, je crois pas au produit, je crois pas au service. Donc, derrière, je vends, mais je vends en étant triste. Donc, triste de ce que je fais. Ça n'a pas fonctionné, j'ai fait un burn-out, j'ai tout lâché et je me suis dit bon bah très bien. Donc je me suis d'abord de 31 ans à 32, j'ai commencé à faire comment on appelle ça, alors de l'investissement, j'ai fait de la bourse en fait. Je faisais de la bourse tous les jours, je me connectais au 440, au DAX, etc. Donc pour les financiers, pour ceux qui connaissent, excuse-moi. Et du coup voilà, j'ai fait ce job là, sauf que en fait je me suis rendu compte que j'avais investi je crois 6 000 euros. Mais en fait, quand tu veux devenir trader, parce que c'est le nom du métier que je voulais faire, il faut investir quand même beaucoup plus. Même si ça marchait, même si j'avais compris, je commençais à avoir le solde de 6 000 qui commençait un peu à baisser, à monter. En fait, ça faisait des fluctuations qui étaient un peu trop importantes. Je me suis dit, ok, c'est trop risqué, on arrête. Et je vais rester à un truc plus basique. Et là, il y a un mec, en fait, un de mes potes qui m'a dit, qui est développeur, qui est ingénieur informaticien, qui m'a dit, mais pourquoi tu deviens pas développeur ? Et j'avais toujours cette réflexion qu'on m'avait faite en 3e, où on m'a dit, tu seras jamais développeur, parce que t'as un nul à l'école et tu seras jamais développeur. Il faut être bon en maths. Ce qui est complètement faux d'ailleurs. Si vous nous regardez, si vous êtes développeur, vous n'êtes pas bon en maths, vous pouvez devenir développeur. Il faut surtout de la logique. C'est ça qui est important aujourd'hui en développement. J'avais essayé d'être développeur quand je suis parti au Monténégro à l'époque. Quand ma femme a eu son travail là-bas, j'ai essayé pendant 6 mois. J'ai appris une formation Open Classroom. Et j'ai découvert qu'il fallait des raisonnements logiques, un peu mathématiques. C'est de la logique. Sachant que j'étais très nul en maths. Malheureusement, alors c'est la matière la plus importante. Et le français. De tout le cursus, les maths qui sont souvent qui sont pas mis en avant, c'est le plus important parce qu'ils sont partout en fait. Et notamment dans le développement parce qu'il y a des raisonnements logiques qui sont vraiment... Ouais, mais t'es pas forcément obligé d'être fort en maths. Mais vraiment, c'est pas la priorité. Vraiment, si t'as vraiment de la logique, tu peux être bon en développement. Et c'était le cas, parce que du coup, je me suis renseigné, et j'ai trouvé Open Classroom, sûrement très connu par beaucoup de gens, qui était le site du zéro à l'époque, etc., sur lequel j'avais déjà commencé à apprendre. Quand j'étais tout petit, je commençais à coder, parce que ça existait déjà. Et je me suis dit, ok, Open Classroom, je commence ma formation de développeur, et encore toujours passionné par la tech, je commence à voir que, effectivement... on parle beaucoup de ChatGPT 3, 3.5. Certains de mes potes, justement, utilisent la version 3, je crois déjà. Alors là, c'est 2021, c'est ça 2021, Quand GPT 3, pardon, faut pas confondre. Quand GPT 3 était sur des sites comme Jasper AI, ce genre de choses. Okay. Tout à fait. Et je commençais à voir ça, et je me suis dit, mais c'est fou quand même. On commence à parler de Generative AI, etc. Ça commence à prendre le dessus. Je me dis, je sais pas pourquoi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se produire. Et je me suis dit, sans penser à ça, je me suis dit, il faut que... Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à tous les clients que j'ai eu dans ma vie en tant que commercial. Et je me suis dit, c'est dingue, parce qu'à chaque fois que j'allais voir ces boîtes-là, niveau tech, c'était zéro. Il suffisait de voir leur parc informatique, etc. Tout était zéro, tout était fait à la mano, à la main, les factures, machin, etc. Même la comptabilité et tout. Je me suis dit, en France, on est quand même vraiment nul. Tu vois, sur ce côté tech et sur ce côté... Alors, pas qu'en France, mais... Et les avocats, tu peux les mettre... Pardon, cher maître. Au niveau techno, c'est... Mais non, mais c'est ça, tu vois. Les avocats, l'administration, dans le public, etc. Je me suis dit, mais... En fait, je sais pas, j'ai eu une sorte d'éclair qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais on est zéro. Et je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes dans la vie ? J'aime énormément parler à mes clients. Et j'aime la tech. Et pourquoi je pourrais pas marier les deux ? En plein milieu de ma formation, alors que j'adorais développer, tu vois. Et je me suis dit, allez, je vais commencer ça. Et je me suis dit, tiens, je vais faire de la formation et je vais commencer à parler de ça en entreprise. Et j'ai commencé à créer mes premiers modules de formation. J'ai proposé ça gratuitement. Je me suis pris des portes plein le nez en voiture. Ça, tu te rappelles précisément avant la sortie de ChatGPT, il y a genre 3 mois ou 4 mois avant la sortie de ChatGPT. Au mois d'août, septembre 2022. C'est ça, septembre. Okay. Ouais. Et je commençais déjà pour 7 ans, tu vois, à vouloir faire de la formation, mais gratuite. C'est-à-dire que j'avais pas encore de société, j'avais pas de statut. Je me suis dit, mais avant d'être formateur, il faut que je sache si ça me plaît. Et tu travaillait... Ah non, t'étais en burn-out, OK. Ouais, j'étais déjà en arrêt maladie parce que j'avais fait un burn-out, etc. Ouais, si tu veux vraiment le détail, j'étais en arrêt maladie, j'avais fait un burn-out et voilà, il fallait que je retrouve une reconversion, tu vois. Je pouvais pas rester à rien faire. Et je me suis dit, ok, je vais regarder, je vais aller chercher un peu plus loin. J'ai commencé à créer des modules de formation pour acculturer les gens à la technologie, à l'IA en général, mais pas l'IA générative, hein. L'IA qu'on pouvait utiliser dans certains logiciels de comptabilité et autres. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde m'envoyait un peu paître et bouler, pour pas dire un autre mot. Et j'ai réussi à faire 2-3 formations qui sont extrêmement bien passées. Je me suis dit, ok, c'est ce que je veux faire. Maintenant, je sais que c'est mon métier et que je vais en faire mon métier.
Et là, gros coup de chance, alors que tout le monde me fermait la porte, OpenAI décide de sortir ChatGPT 3.5 au public. Je pense que c'est comme beaucoup. Je pense que quelques-uns en France ont eu la chance là. J'ai fait alléluia, tu vois. Alors là, ce que j'aimerais te demander, alors là, on est le 30 novembre 2022. Je sais pas si tu l'as utilisé. Moi, je sais que JB Berthoud, le 30 novembre 2022, en fait, il a un avant et un après. Il va rire s'il écoute ça, mais il y a un avant 30 novembre 2022 et un après. Donc, est-ce que tu te rappelles de ta première utilisation de ChatGPT? Donc, c'était à l'époque 3.5, la version gratuite. Et est-ce que tu t'en rappelles et quelle a été ta réaction à ce moment-là? Alors, je connaissais déjà ChatGPT, le principe, tu vois. Je connaissais le principe. Mais quand j'ai vu la version 3.5, je me suis dit déjà, quand je me suis créé mon compte, je me suis dit, oh la vache, ils n'ont pas fait ça, tu vois. Dans le sens où ils ont rendu accessible au grand public la Generative AI, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à modérer la Generative AI, ce qui était extrêmement compliqué. Je pensais pas que ça allait être faisable, tu vois, dans les années à venir, tu vois. Donc je me suis dit, ça m'a dit déjà une petite claque. Je me suis connecté, j'ai essayé, et là j'ai juste dit oh merde, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est incroyable. Oh merde, voilà. Vraiment, c'est oh merde, et je l'ai saigné. C'est-à-dire que je suis resté dessus. J'ai fait tous les tests possibles pendant je sais pas combien de temps. Et en plus, c'était nos limites, tu vois, au début. Il y avait vraiment pas grand monde sur les serveurs externes, donc tu pouvais vraiment essayer à fond. Je me suis dit, ok, j'ai vu qu'il y avait des failles, j'ai vu qu'il y avait des faiblesses, etc. Je me suis dit, très bien. Moi, je suis geek. Je l'ai appris, je me suis approprié l'outil très rapidement parce que j'ai cet aspect geek qui est très fort. C'est pas le cas de nos entreprises. Je me suis dit, très bien. J'ai eu cette réflexion dans ma tête, je me suis dit, très bien, en France, on n'est pas bon dans la tech. Vraiment, on n'est pas bon en entreprise, dans la tech, on n'est pas bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les former, tu vois. Je me suis dit, je vais les former à l'IA générative avec ChatGPT. Je me suis dit, c'est extraordinaire, on peut faire déjà pas mal de choses avec ChatGPT 3.5. Et à partir de ce moment-là, j'ai recréé des modules de formation qui étaient spécialisés du coup dans la Generative AI et avec ChatGPT, etc. Et là, par contre, bizarrement, les formations gratuites sont parties comme des petits pains. J'ai formé là où j'avais fait 2-3 formations, là j'en ai fait presque une quinzaine gratuitement. C'est beaucoup, 15. Je faisais des formations de 3h30 quand même, donc je prenais toute une matinée ou toute une après-midi avec 10 personnes et je les formais gratuitement. En ligne, en visio, et de plein d'entreprises différentes. D'ailleurs, s'ils se reconnaissent, coucou, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont dans mon réseau aujourd'hui qui ont été formés comme ça. Et abonnez-vous au podcast. Abonnez-vous au podcast, c'est très important. C'est sûr même. Et je me suis dit, c'est fou parce que chaque fois que les gens ressortaient de la formation, tu sais, ils sortaient un peu drogués, un peu KO, tu vois. Je pense et là, je me suis dit, mais c'est fou parce que c'est pas une révolution, c'est une évolution de la technologie. J'en suis conscient que c'est pas une révolution. Je suis pas TF1, je suis pas là pour faire du buzz, tu vois. Mais j'étais quand même conscient que ça bouleversait complètement la façon de travailler des gens, tu vois. C'est-à-dire qu'ils pourraient en faire plein de choses à partir du moment où ils apprenaient à utiliser la technologie. Parce qu'en fait, ça s'apprend. Aujourd'hui, on sait que ChatGPT, tu peux l'utiliser et en faire n'importe quoi. Exactement. Ou apprendre à l'utiliser, ça c'est complètement différent. Tu vois, c'est tout un autre métier. Bien l'utiliser, c'est tout un autre métier. Donc il y a eu cette partie-là où j'ai fait beaucoup de formations gratuites. Et en début février, j'annonce à ma femme que j'arrête ma formation de développeur, ce qui lui a pas plu. Elle m'a dit, toi, tu commences un peu à me saouler parce qu'effectivement, je suis un peu une puce à faire plein de choses. Mais là, je lui dis, écoute, je pense que y a quelque chose à faire. Et je pense qu'on peut faire un beau truc et je pense que je peux faire 3, 4, 5 formations par mois et en vivre, tu vois. Partir solopreneur à la base, c'était quand même le but. Et j'ai créé AI Forward, qui était une SASU. J'y ai mis 5 000 € de capital et j'ai dit, allez, go, j'y vais. Et je fais des formations. Du coup, le réseau s'était un peu aussi agrandi, parce que j'avais un réseau qui était proche du néant sur LinkedIn. Et je suis arrivé à un réseau qui était genre 600 ou 700, ce qui était énorme pour moi à l'époque en février. Aujourd'hui, il y a plus de 5000, donc c'est trop cool, tu vois. Février 2023, on est d'accord. Février 2023, ça a été très vite. Oui, parce que sorti en novembre 2022. Donc... C'est une année qui va très vite, en fait, en février 2023. On a l'impression que c'est au final... En fait, c'est à la fois très court et très long. C'est très court et très long. Il y a eu tellement de changements en un an et demi, même un peu moins. Là, on est en janvier 2023. Janvier 2024, pardon. 2024, on va changer en fait, ça fait que 14 mois au final. Ça fait que 14 mois. Et donc, en 14 mois, on a l'impression qu'il s'est passé tellement de choses. Alors, on va en reparler, mais... Parce qu'on a beaucoup travaillé aussi. C'est ça, on a pas mal travaillé, fait beaucoup de tests. Et entre le 30 novembre 2022 et aujourd'hui, donc 15-16 janvier 2024... il y a eu tellement de changements, de déceptions aussi, ça on en parlera parce qu'il y a des choses... beaucoup, bien sûr. Il y a un arrêt net un peu. Et donc, c'est vachement intéressant de voir comment on a évolué. Donc, on est en février là, et tu crées une SASU, donc qui s'appelle AI Forward. Donc là, on est au mois de janvier
2024. Où en est AI Forward aujourd'hui? Est-ce toujours une SASU? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, qu'est-ce que tu as fait donc en gros entre janvier et février, aujourd'hui en presque un an, quoi. Oula, énormément de choses. Énormément de choses. On a tout le temps que Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé du coup à faire, effectivement, comme je t'avais dit, j'ai créé des modules, j'ai commencé à faire des formations pour les professionnels, mais ce coup-ci vraiment pour les entreprises ciblées, c'est-à-dire que c'était des boîtes qui venaient et je faisais des formations, soit des chefs d'entreprise, c'était du one-to-one, soit une personne avec 8 étudiants, quoi, tout simplement. Moi, en tant que formateur, à 8 étudiants plutôt, excuse-moi. Et j'ai vu que ça prenait beaucoup d'ampleur. J'ai vu surtout que ça prenait beaucoup d'ampleur par rapport à mon réseau LinkedIn. Alors c'est vrai que j'étais novice moi sur LinkedIn, j'ai très peu d'expérience. Je me suis dit tiens, c'est quand même vachement bizarre. Dès que je poste, j'ai énormément de réactions, énormément de vues, énormément de personnes qui m'ajoutent et qui me posent énormément de questions aussi. Donc je me suis dit ok, donc là l'intérêt il est vraiment réel de certaines entreprises qui me prennent conscience de l'ampleur de ChatGPT et de ce que ça peut représenter. Parce qu'on parle de ChatGPT, mais on parle des LLM en général, mais bref, des LLM en général. Et je me dis, ok, donc là, il y a quelque chose qui se déroule, il y a quelque chose qui se passe, il faut voilà, je me dis peut-être qu'il y aura peut-être plus à faire dans le futur, à voir. Et j'ai commencé à enchaîner les contrats, puis j'ai commencé à enchaîner aussi les conférences, ce qui était complètement nouveau. D'ailleurs, j'ai fait la première grosse conférence que j'ai fait une petite conférence avec 60 personnes, ce qui était déjà panique à bord pour moi. Je suis monté sur une scène comme ça, avec le micro, tu vois, à parler d'IA, où je me sentais pas à ma place, parce que forcément, ça me de l'imposteur, machin, bref, ça... tu connais. Voilà. Tu connais, pourtant, je suis un passionné, je connais très bien mon sujet, très bien mon domaine, je suis pas un expert, je suis un passionné. Pas de master 2 ou doctorant spécialisé en formation IA, ChatGPT. Non, ça n'existe pas, tu vois. Même formation à la Generative AI, non, ça n'existe pas, tu vois. Donc j'avais toujours cette période. Et puis après, j'ai un autre gros client qui s'appelle Copilot, avec qui j'ai formé plus de 120 personnes dans le groupe. D'ailleurs, coucou aussi à Copilot, ça s'il me voit. Où j'ai eu un gros coup de cœur aussi. C'est un client avec lequel je suis très proche parce que j'ai fait ma première grosse conférence, c'est-à-dire 300 personnes sur l'île de Ré, tu vois. Et là, 300 personnes, ça cause déjà un peu plus. Hein. T'arrives sur une scène et là, je me suis dit, ouais, non, j'ai pas ma place, encore moins, tu vois. Là, je me suis dit, mais ils vont pas m'écouter, machin, etc. Et en fait, en 1 heure, ils ont vraiment apprécié. Ça leur a effectivement mis aussi une petite claque, hein, toujours le même effet. Hein, quand on parle d'IA et qu'on parle d'IA Generative AI, souvent les gens se prennent une petite claque. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ça commence à devenir sérieux. J'ai fait une formation pour une chef d'entreprise qui avait un club de chefs d'entreprise, comme on appelle ça. Ça fait beaucoup de chefs d'entreprise, excuse-moi. Et du coup, et je lui ai fait un prix, parce qu'on s'entendait bien, machin, etc. Je lui ai fait un prix, elle m'a dit, ah, super. Et bien, du coup, pour te remercier, je t'invite dans mon club qui s'appelle le Club M3 à Paris. Bref, donc j'ai dit, ok, super. Et en allant dans ce club-là, j'ai rencontré une personne à ce moment-là qui s'appelle Marion Brunefort, qui était une DAF d'une très grande entreprise, mais qui commençait à quitter son entreprise parce qu'elle avait un désaccord avec son patron. Et en fait, ça a matché tout de suite parce que moi, autant je suis un excellent, je pense, commercial et communicant et créatif sur les formations, etc. Autant elle est une excellente dirigeante, chef d'entreprise ou à manager aussi toute la partie administrative que moi je ne gère pas du tout, je contrôle pas du tout. Tu insinues que tu es mauvais en tout ça? Je suis très mauvais en tout ça. On n'est pas bon en tout. On n'est pas bon en tout, tu vois. Et moi je sais reconnaître mes faiblesses et je me suis dit là je me suis posé la question, je me suis dit ok, surtout qu'à ce moment-là je commençais à être un peu dragué par des personnes qui venaient me faire des propositions, même financières, pour s'associer, 3, 4 personnes, voire 5 personnes. Alors là on est on est juillet là. Ouais, donc c'est à peine 5 mois. 5 mois, c'est vrai que ça passe donc vite. En 5 mois, alors est-ce que tu sais combien de clients tu as eu à peu près, combien de personnes tu as formées en 5 mois? En 5 mois, combien j'avais formé de personnes à ce moment-là, sachant que j'avais... Alors c'est vrai que j'ai omis la petite partie où j'avais créé un site où je faisais une formation complètement gratuite sur apprendre à utiliser ChatGPT. Non, c'était pas Octogo, c'était un autre site, c'était aiforward.com où tu pouvais apprendre à utiliser ChatGPT gratuitement. D'ailleurs, beaucoup sont inspirés sur LinkedIn. Coucou les gars, hein, si vous reconnaissez. Mais ouais, au tout début, en janvier, j'avais créé ça. En fait, je me suis dit, je suis un bon samaritain. Je vais faire 12 vidéos sur lesquelles j'avais travaillé genre 1 semaine et demie, tu vois. Pour apprendre aux gens à utiliser ChatGPT totalement gratuitement. Genre, ils mettaient un email, ils avaient ces 12 vidéos, tu vois, qui duraient plus de 2h30, tu vois. Donc, un taf monstre, et je l'offrais gratuitement. Me demande pas pourquoi, je voulais, je pense, jouer un peu aux communicants, ou à l'influenceur LinkedIn, c'est pour avoir un gros réseau, et puis pour pouvoir après vendre mes formations, tu vois. Je me suis dit ça au début. Et mine de rien, j'avais déjà formé plus de 400 personnes, tu vois, rien qu'avec ça. Et si je compte ceux que j'avais fait gratuits, etc., ça a été vite, mine de rien. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de personnes que j'avais formées. Donc j'avais à peu près 500 personnes. 500 personnes, et en client, à peu près, tu sais... En client pur, ça devait représenter 6-7 entreprises. Ouais, donc c'est beaucoup, parce que... c'est beaucoup pour moi. Ah ouais, c'est beaucoup. T'avais pas un réseau de fou non, sur LinkedIn. Un réseau zéro, même. Presque
dire. Invisible. Ouais, non, les contrats pro, ouais, c'était pas grand chose, c'était beaucoup pour moi. Ça paraît pas grand chose aujourd'hui pour une entreprise de formation, mais ouais, j'avais 6 clients peut-être, tu vois. Et donc plus les gros clients qui arrivaient par la suite, hein, mais bref. Et du coup, ouais, en juillet, je rencontre Marion, avec qui je m'entends super bien, sauf que elle, c'était pas le moment, tu vois. Il y a des moments où il faut se rencontrer. Et j'ai attendu, du coup, juillet, août, j'ai préparé énormément ma rentrée. Et j'ai signé aussi des gros contrats, un peu plus gros contrats pour former plus de personnes encore. Et là, j'ai créé des modules, etc. Et j'ai proposé à Marion de me rejoindre, je crois, en septembre. Parce qu'en fait, elle est venue me coacher. Et au bout de 20 minutes de discussion avec elle, elle m'a dit c'est incroyable, Arnaud, ton entreprise, elle grandit vite. Il faudrait quand même que tu penses à t'entourer. Et j'ai posé mon stylo, je dis écoute, ça tombe bien parce que ça fait 3 mois que je pense à une personne et c'est toi. Et là, elle s'est mise en arrière, tu vois. C'est qu'un date en fait. Ouais, c'est toi avec qui j'ai envie de travailler. En fait, elle s'y attendait pas du tout. Et je dis mais attends, mais c'est logique, Marion. Je dis je m'entends avec toi comme une amie, comme si je te connaissais depuis toujours. Enfin, on est l'opposé, tu vois, au niveau du business, mais en même temps, ça se complète hyper bien. Et en fait, j'avais raison parce que ça fait là presque 4 mois qu'on travaille ensemble. C'est hyper fluide. Et elle m'a fait passer un step-up aussi. Elle m'a fait passer de ce stade de solopreneur à entrepreneur, tu vois. Qui était aussi mon rêve de toujours, hein, d'enfant. Hein, tu vois, je me suis toujours eu ça dans ma tête en disant un jour je serai peut-être entrepreneur. Sauf que même s'il y a beaucoup de gens qui m'ont un peu enfoncé à ce niveau-là pour dire que je serais toujours incapable déjà d'être développeur. Donc entrepreneur, t'imagines, c'est encore un niveau au-dessus. Et en fait, je me suis dit, ok, là en fait, je touche mon rêve, tu vois, du bout du doigt. Et grâce à Marion, qui va me structurer justement sous forme d'entreprise, je vais arriver à atteindre ce rêve-là en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer parce que depuis, effectivement, on a structuré, on a financé, on est en train aussi de voir avec les banques, etc. C'est pas facile de monter une entreprise. C'est pas du tout le même enjeu. Hein. C'est vrai que là, de passer de solopreneur en entreprise, tu vois, avec les locaux, machin, etc. C'est quand même beaucoup plus compliqué aussi. Et les objectifs ont complètement changé. C'est-à-dire que je suis plus à passer à 3-4 formations par mois, mais voilà. Bah justement, pour 2024, quelles sont tes ambitions? Tes ambitions à la fois, je dirais, en slogan. Qu'est-ce que vous souhaitez devenir chez AI-Forward? Quelles sont les projections chiffrées, que ce soit en chiffre d'affaires, en nombre de personnes formées, en formateurs? Ouais. Est-ce que vous avez déjà ça en tête? Est-ce que c'est déjà... Moi, je l'ai en tête parce que je suis un... je pense que tu as compris, je suis un grand rêveur. Mais je crois en mon rêve. Et là, j'ai dit à Marion que pour 2024, je souhaitais former en tout cas 25 000 personnes. Et du coup, pour former 25 000 personnes, il faudrait que je m'entoure de 35 formateurs indépendants. Et d'ailleurs, j'ai commencé le recrutement de ces personnes-là. Et tu dois bien le savoir. Mais voilà, j'ai commencé le recrutement de ces personnes-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très difficile quand même de s'accompagner de formateurs parce que des experts LinkedIn, en 1 an et demi, il y en a eu des milliers, tu le sais. Sur LinkedIn, tu vois très bien les experts qui sont apparus d'un peu n'importe où. Et des vrais passionnés, ils sont peu. Et il suffit pas que d'être passionné, c'est-à-dire qu'il faut être passionné, mais en plus, il faut être bon formateur. Et ça, je me suis rendu compte que j'étais bon formateur, mais je l'ai découvert sur le tas. Avec mes clients, en fait, je l'ai découvert. Mais sans ça, je l'aurais jamais découvert, en fait, cette capacité à former, à transmettre. Et ça s'apprend aussi, c'est un métier qui est extrêmement complexe. Et trouver les deux, c'est-à-dire le passionné formateur, en fait, je me rends compte que c'est hyper compliqué. Et même s'il y a des milliers un bassin de milliers de jeunes là, qui sont lancés, entrepreneurs, IA, solopreneurs, à vendre de la formation, à tout va, tu le sais. Il y en a beaucoup sur LinkedIn. En ce moment, oui. Ce qui est un peu dommage parce que je pense qu'ils se font beaucoup de rêves et je pense qu'il faudrait plus qu'ils se structurent et qu'ils se posent un peu, qu'ils réfléchissent un peu à tout ça. Mais du coup, ouais, pour trouver des gens sérieux, en fait, là, pour te dire, sur les 35 formateurs que je dois embaucher cette année, excuse-moi, cette semaine, ça serait compliqué là, cette semaine. Cette année, tu vois, là, je crois que j'en ai en vrai 5, 6 peut-être, tu vois, ce qui est très peu. Et pourtant, j'ai des milliers de contacts sur WhatsApp, etc. J'échange avec beaucoup de monde. Et en vrai, il n'y en a que 6 qui m'ont tapé dans l'œil. Je me dis, waouh, ça va être mon plus gros défi. Trouver les clients, c'est pas si compliqué parce qu'il y a ce qu'il faut. D'ailleurs, au début, j'avais très peur de la concurrence, tu le sais. On se connaît quand même depuis longtemps. J'avais très très peur de la concurrence. Je me suis dit, mais tout le monde va voler mon business, machin, etc. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. Hein. Le bassin pour l'intelligence artificielle générative, il est infini. Hein. Là, aujourd'hui, en France, tout le monde a besoin d'être formé. Donc, des entreprises, il peut s'en créer une bonne centaine, voire plus, qu'il y aura toujours du boulot pour tout le monde, tu vois. Donc, je me suis dit, ok. Donc, je me suis différencié parce que j'ai des formations qui sont un peu tech, geek, tu vois, qui me ressemblent beaucoup. Donc, ça change des formations un peu standard, classiques. Je me suis dit, j'ai des formateurs qui vont être passionnés, qui vont le faire avec moi. Et je me suis dit, j'ai le réseau qui commence à devenir important. Aussi avec Marion, aussi d'ailleurs, qui avait son propre réseau aussi à l'époque, hein, qui a aussi un réseau énorme et qui est une personne qui est très communicante aussi. Et effectivement, je me dis, avec tout ça,
bah, c'est pas si impossible que ça de former 25 000 personnes. Ça représente, je sais plus combien exactement de formations, vous me direz, mais je crois que de toute façon, c'est 8 par groupe. Vous divisez pour 25 000. Vous avez le nombre de formations qu'on doit réaliser. C'est beaucoup, mais pas tant que ça. Comme au début, j'étais pas très bon en maths, donc on va pas calculer. On va demander à ChatGPT qui n'est pas bon en maths. Mais voilà, mais ça va très vite. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus vite que ce que j'avais pu imaginer, tu vois. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Les clients sont en demande dans le sens où aujourd'hui, ChatGPT en entreprise, c'est très mal compris. Oh oui. Et ça, je peux te le confirmer. T'es bien passé pour le savoir aussi. Aujourd'hui, quand tu vas, en fait, je me suis dit, mais tout le monde est au courant parce que TF1 on parle tout le temps, machin, etc. Je me suis dit que dans ma tête, je me disais, tout le monde est à mon niveau, tu vois. Mais en parlant mal. Bah, c'est même pas ça, c'est que je me dis, même en niveau technique, tu vois. Oui. Et en fait, je suis arrivé en entreprise et à chaque formation qui passait, je me dis, mais en fait, personne n'y connaît rien. Alors les gens ont testé, hein. Ils me disent à chaque fois, oh, ChatGPT, ouais, j'ai créé un compte, j'ai fait un poème. Oh, c'est rigolo. Voilà. Le mec, il fait de la rédaction toute la journée. Hein. Donc c'est rigolo. Ça fait de la rédaction toute la journée. Voilà, mais c'est ça, tu vois. Donc tu vois, ces mecs-là, je les aime bien parce que souvent ils me disent, je leur dis, mais qu'est-ce que t'attends aujourd'hui de la formation et qu'est-ce que t'attends de l'IA en général? Bon, rien, de toute façon, l'IA, pour moi, je trouve que c'est pas terrible, machin, etc. Et ces mecs-là, à la fin de la journée, c'est ceux qui sont KO, tu vois, sonnés en mode, putain, je vais faire tout ça aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Bah c'est ça les... En fait, moi j'appelle ça l'intelligence augmentée, tu vois, pas l'intelligence artificielle. Je l'ai piqué à Luc Julia que j'aime beaucoup, pour ceux qui connaissent. Mais... Bah, tiens, justement, je vais te demander, comment tu définis l'intelligence artificielle ? Bah moi, je la définis en tant qu'intelligence augmentée. Je trouve que c'est la plus belle définition aujourd'hui. C'est pas de la vraie intelligence parce que c'est des mathématiques. On sait qu'aujourd'hui c'est des statistiques. C'est que de la donnée en fait. Hein. Aujourd'hui c'est de l'IA statistique. Donc c'est de l'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de la certification métier en fait de ce que tu sais faire pour utiliser l'intelligence artificielle correctement dans ton domaine. Tu vois, un graphiste aujourd'hui qui utilise Midjourney, parce que je forme aussi des graphistes, je forme tout type de métiers, mais aujourd'hui j'ai formé des graphistes, tu vois, et le graphiste, c'est pas parce qu'il utilise Midjourney qu'il va être remplacé par l'IA, parce qu'en fait un graphiste a une sensibilité, ça va chercher une charte envers ton client, tu vois. Aujourd'hui, il faut arrêter de croire que l'IA va vous remplacer, machin, etc. On est totalement d'accord. C'est le fantasme de l'humain de croire que la robotique va la remplacer. Il y a des métiers qui vont être impactés, forcément, il y a un moment, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais c'est comme n'importe quelle évolution technologique, tous les 10 ans, il y a comme ça un peu des big bangs qui remuent un peu le secteur économique. Là, je pense que c'est un gros big bang, du coup, un peu plus gros que les autres. Marion, qui est mon associé, je le rappelle, compare ça à l'apparition de l'imprimerie. Tu vois, je sais pas, c'était à l'époque, ouais. c'était extraordinaire, tu vois, cette révolution, tu vois. Et même Bill Gates dit que c'est plus fort que l'apparition de l'ordinateur et plus fort que l'apparition d'Internet. T'imagines, pour que Bill Gates dise ça, je me dis, ok, il y a quand même un impact qui est significatif, mais on va apprendre à vivre avec ces technologies. Ça va pas nous écraser, ça va pas nous remplacer. Les graphistes aujourd'hui que j'ai formés, ils sont vachement moins inquiets d'ailleurs. C'est-à-dire que je diminue aussi le niveau du stress quand je les forme, parce qu'ils se disent, ok, l'IA aujourd'hui c'est ça, on est très très loin de l'IA qui va nous remplacer. Aujourd'hui, avec Midjourney, je peux faire ça, je peux faire des typos pour mes clients qui sont incroyables, parce qu'effectivement, ça rend leur boulot encore plus fabuleux et encore plus fun, tu vois. Et c'est surtout ça que je leur apprends, tu vois. Je leur apprends à avoir un step-up grâce à l'IA. Et du coup, ça fait de l'intelligence augmentée, parce que c'est comme si tu avais un assistant hyper doué qui t'aidait dans tes tâches du quotidien. Ou soit c'est un step-up, soit ça te permet de rentrer à la maison avec un mal de crâne un peu moins important. Souvent, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, parce que tu as toutes les tâches répétitives, etc., qui te saoulent et qui souvent te prennent une énergie que tu n'as pas envie de donner pour ça, en fait, qui est fait aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Ou par les intelligences artificielles. Parce que si tu reprends la définition pas la définition, la volonté de départ, donc qui date des années 30 ou 40, c'est de reproduire le cerveau, en fait. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit que c'est un réseau de neurones. Ouais. Et donc, c'est pour ça que moi, l'expression intelligence artificielle, moi, je trouve que c'est une bonne correspondance, parce qu'au fond, on veut reproduire une intelligence, donc l'intelligence humaine pour le coup, mais c'est artificiel puisque ce sont des ordinateurs et tout. Alors après, parce que moi j'ai eu sur LinkedIn, alors c'est pas toi bien sûr, mais j'ai eu sur LinkedIn des gens qui adorent philosopher, surtout que il faut pas dire intelligence artificielle, ce n'est pas intelligent. Alors oui, c'est bête, c'est un programme. Néanmoins, c'est comment tu définis l'intelligence. C'est ça. Moi en fait, ce que je repars en fait de la base, qui est on veut reproduire en fait le cerveau. Donc les neurones. Et donc,
En effet, on pourrait dire que c'est de l'intelligence, mais ça ne l'est pas. Après, moi, j'aime bien ta définition, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'augmenté. Alors, peut-être ce serait le mot intelligence qui serait de trop, mais bon, bref. Je pense que le mot intelligence, c'est de trop, parce qu'il y a une petite comparaison. Effectivement, comme tu dis, ça a été créé... la formule mathématique, je crois que c'est 56. Pour ceux qui veulent rentrer dans le côté intello, c'est l'université de Dartmouth, avec les 10 mathématiciens, plus Alan Turing, etc. Luc Julia d'ailleurs fait une très très belle conférence là-dessus, mais une très belle conférence. Pour une formation que je prépare. Donc. Tu vois, c'est génial. Et moi je m'inspire, d'ailleurs je fais des conférences qui s'inspirent beaucoup de ce mec, parce qu'en fait j'en ai vu beaucoup des conférences sur l'IA. Et je trouve qu'on a un Français qui est brillant. Et pour moi, je suis fan de ce mec. Je suis un peu une girl power là. En mode Luc, vraiment, si tu me regardes, viens boire un café, parce que là, j'ai vraiment envie de te parler. Parce que je trouve qu'en fait, il est fabuleux dans son explication. Peut-être un peu trop négatif des fois. Je pense un peu trop dur, je pense, des fois, avec l'intelligence artificielle. C'est ça. Mais je trouve que sa définition de l'intelligence augmentée, c'est parfait, parce qu'il a raison. Aujourd'hui, là, il parlait des années 90, pour te faire un petit truc très simple. Dans les années 90, il y avait l'apparition d'Internet, de la big data, ce qui a permis de créer en fait les premiers IA reconnaisseurs d'images en fait. Et il parle d'un reconnaisseur d'images de chat. Il disait que pour reconnaître une image de chat, l'IA qui avait été créée avait besoin de 100 000 images d'une base de données éditée, c'est-à-dire que ça c'est mon kiki, c'est mon nanin, c'est mon chat, Paul, Robert, machin, etc. Donc on savait que c'était un chat. 100 000, non, 100 000. C'est 100 000, ok. 100 000. Et en plus, cette IA-là était capable seulement à 98% de reconnaître des chats. C'est-à-dire que les 2% manquants, c'était les chats dans la pénombre. Pourquoi dans la pénombre ? Parce que personne mettait de photos de chats dans pleine nuit, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, et il compare ça à une gamine ou un gamin de 2 ans. Aujourd'hui, un gamin de 2 ans, ça a été, il a demandé à des scientifiques pour ça. En moyenne, c'est 2 images de chats pour reconnaître un chat. C'est pas ce que j'avais fait. Et là, tu dis, ok, là, effectivement, l'intelligence humaine, artificielle, c'est là qu'on voit la différence. Ouais, et on en est toujours à ce niveau-là, d'ailleurs, pour remettre un peu tout le monde, calmer un peu tout le monde. L'IA, aujourd'hui, ça reste toujours des mathématiques. C'est extraordinaire. Attention, on est dans une évolution qui est assez folle. C'est extrêmement complexe en termes de mathématiques, mais on reste quand même pas dans de l'intelligence. Ça reste quand même une machine, et on le voit d'ailleurs quand on pose des questions à ChatGPT, parce que je te parle de ChatGPT parce que c'est ce qui est utilisé par le plus de monde, mais on voit que des fois il y a des incohérences où ça sonne pas bon, ça sonne faux parce que c'est pas intelligent, parce que ça ne ressent pas. C'est un robot. Faut pas oublier, voilà, c'est un robot qui parle. Et je pense que l'intelligence émotionnelle est très importante chez l'humain. Parce qu'une machine peut pas peut pas ressentir, et peut pas imiter d'ailleurs. C'est très compliqué. GPT-5, peut-être que. Non, j'y crois pas non plus. Moi non plus. J'y crois pas non plus. Mais voilà, si tu veux que je définisse, aujourd'hui, moi je dis toujours que c'est de l'intelligence augmentée. Je dis toujours qu'il faut remettre l'IA à sa place, une technologie extraordinaire et incroyable sur laquelle il faut vite se former, et que nos entreprises s'y mettent rapidement, justement. Parce que c'est un bonus x100 en fait, en termes de productivité, en termes de confort pour le salarié. Il ne faut pas l'oublier, c'est le terme de confort. Mais par contre, pour ça, il faut avoir les bons cas d'usage. Et ça, c'est pas rien. C'est vrai que quand je parle aux gens, souvent, je leur parle de cas d'usage, parce qu'ils me disent, mais moi, j'utilise ChatGPT. Et quand je regarde leur utilisation, je me dis, oui, effectivement, tu l'utilises pas en fait. Moteur de recherche. Oui, c'est moteur de recherche, mais en plus complètement éclaté, qui ment, avec 3.5, sans navigation à Internet. Que tu sais pas utiliser, que tu sais pas prompter. Enfin, même l'art du prompt en soi, bon, c'est pas compliqué, mais si, parce que tu as quand même des frameworks, et il faut quand même réfléchir. En fait, on croit on pense que c'est que, moi, je répète toujours, il n'y a pas de prompt magique, tu as une structure, par contre. Tu as une structure à suivre qui est à peu près, voilà. Mais ça n'existe pas le prompt magique. Non. Sauf qu'il y en a, ils font n'importe quoi. C'est-à-dire, ils vont poser une question, genre, quelle est la fiscalité de X, Y, Z en France ? Ça, c'est pas un prompt. C'est une question que tu poserais à Google. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le prompt, nous, on pense que c'est pas compliqué, mais en fait, pour plein de gens, c'est compliqué. Il faut les former, en fait. Parce que c'est la base de tout. Parce que, justement, ce côté tech ou geek, tu vois, qu'on a pu avoir nous, tu vois, en fait, c'était naturel pour communiquer avec les IA. Sauf que ce côté geek, je me suis rendu compte que c'était pas le cas pour peut-être 60 millions des personnes qui sont en France, tu vois. Moi, j'ai une connerie, mais peut-être 30-35 millions de personnes, tu vois, qui sont salariés. Et je me dis, ah ouais, ok, il faudrait peut-être pas que, en fait, le problème de LinkedIn d'ailleurs. Tu vois, LinkedIn, c'est que j'ai un réseau où il y a énormément de gens qui font de la tech, qui sont dans l'IA, et du coup, j'ai l'impression que toute la France sait utiliser l'IA. Ce qui est faux. Ce qui est clairement faux. Il y a 90% des gens qui utilisent ChatGPT ne savent pas l'utiliser du tout. Et ils l'utilisent, c'est une vraie catastrophe, je le vois. Et je me dis, ok, c'est là où je me suis dit d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de travail, tu vois, qu'il y avait beaucoup de choses à faire, tu vois, en France là-dessus. Tu vois. Pour revenir à la question que j'ai posée sur AI, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de boîtes à former, de personnes à former. Donc, est-ce que vous avez une projection de chiffre d'affaires en tête ou pas vraiment? Quelque chose que vous avez Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas fait une projection en chiffre d'affaires. J'ai fait 6 chiffres, voire 7 chiffres.
Ah bah, t'es à 7 chiffres, du coup. Si Ouais. je fais les 25 000, t'es à 7 chiffres, forcément. Mais, On dépasse à 1 million, quoi. largement. Largement. Mais c'est même pas, en fait, on a encore même parlé ce midi. Hein. Je trahis un peu, mais on s'est vu quand même ce midi. Oui. Mais c'est vraiment pas ça qui me fait vibrer, tu vois. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment d'entreprendre, de monter mon entreprise et d'emmener les gens avec moi dans cette aventure, tu vois. L'argent, de toute façon, vient si tu t'amuses dans ce que tu fais. Aujourd'hui, je l'ai compris d'ailleurs. L'argent vient si tu t'amuses, si tu fais ce que t'aimes et que les gens apprécient ton travail. L'argent, j'ai pas envie de dire c'est secondaire, mais ça va forcément de pair avec. Donc voilà. Donc ouais, non, j'ai pas chiffré, mais oui, c'est plusieurs millions aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que AI Forward, t'aimerais qu'elle devienne la référence de la formation intelligence artificielle générative en France ? Dans mon rêve, oui, et je ferai tout pour que ça arrive, ça c'est sûr. Mais oui, clairement, demain j'ai envie qu'un entrepreneur, qu'un patron aujourd'hui demain se dise tiens, il faut que je passe à l'ère de l'intelligence artificielle ou de la generative AI. AI Forward va m'accompagner, c'est-à-dire qu'ils vont aller chez moi, ils vont un peu regarder mon entreprise, me donner des conseils, former mes salariés et peut-être même aussi faire des connexions avec des logiciels parce qu'effectivement j'ai des partenaires aujourd'hui parce que je fais de l'intégration aussi. Donc vraiment, tu vois, j'ai conçu AI Forward en tant que réelle entreprise qui va de la formation jusqu'à l'intégration, consulting et même je commence même à développer, tu vois. C'est-à-dire que je travaille même aujourd'hui avec des développeurs qui sont avec moi pour développer même des logiciels spécifiques pour certaines entreprises. Donc vraiment, je me suis dit, bah ok, je couvre tous les champs du possible, je vais être le leader et je le serai. Et je me suis forcément bien accompagné, ne serait-ce qu'avec Marion, quoi. J'ai choisi la bonne personne pour ça. On Donc, on sent quand tu t'exprimes que en fait, tu es un vrai entrepreneur dans l'âme, au final, et parce que tu veux construire quelque chose de grand. Alors, c'est pas l'argent qui te motive le plus, c'est plus le côté d'aider les gens. J'aime bien l'argent, attention. Oui. Hein, qu'on s'y prenne. J'aime bien l'argent. Pas de mépris. Le short va arriver. J'aime bien l'argent. non, mais bien sûr, j'aime l'argent comme tout le monde. Et en fait, moi, j'aime l'argent dans le sens où j'aimerais que ce soit juste plus un problème. Tu vois, j'aimerais qu'un jour de me dire dans ma vie, pour mes enfants, pour ma femme, je vais acheter une voiture pour la famille, c'est plus un problème. À partir de ce moment-là, l'argent, je m'en fous. Ah, vraiment. Moi, ce que je veux, c'est aller dans un bureau, voir des gens, rigoler, entreprendre, aller plus loin, tu vois. En fait, pour moi, c'est ça la vie, c'est que t'as qu'une vie, c'est pas comme dans les jeux vidéo, justement. Malheureusement, tu vois, ça reboot pas un moment, tu vois. Non, il y a pas 5 vies, tu vois. Donc, je me dis, j'ai qu'une vie, je vais plus me prendre la tête à être salarié parce que j'aime pas ça, je suis malheureux là-dedans, je m'en suis rendu compte. Donc, allez, go, j'entreprends. Et en entreprenant, je vais m'amuser et je vais créer l'entreprise de mes rêves. Et j'espère que je serai un bon patron, je touche du bois, pour l'instant ça se passe bien avec les gens avec qui je travaille, et j'espère ne pas changer là-dessus, surtout à ce niveau-là, quoi. C'est marrant parce que j'aurais pu faire la même réponse à tous les niveaux sur l'argent, ce que ça apporte, qui n'est pas une motivation, mais qui au fond, que ce soit plus une question, d'être malheureux en salarié, c'était pas moi je suis pas fait non plus pour avoir. Non, je suis pas fait pour être salarié, c'est sûr. À part vraiment une personne exceptionnelle, mais c'est quand même assez rare qu'on le veuille ou non. Une personne qui te laisse une liberté de dingue, qui te fait confiance et qui surtout t'aide, qui t'apprend des choses, c'est quand même rare. Ou t'es pas un numéro, quoi. Ou alors on n'est pas les bonnes personnes pour ça. C'est peut-être nous le problème. Ou je pense que c'est peut-être nous le problème. Des fois, on dit peut-être pas la même chose. Mais je pense que c'est pour ça qu'on s'entend peut-être pas. Enfin, qu'on s'entend super bien d'ailleurs. C'est que, oui, parce qu'on l'a peut-être pas précisé, mais quand même, on est amis quand même on se connaît depuis. L'année dernière. Au final, ça paraît longtemps, mais on a tellement de choses à dire. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de monde, mais il y a 2 personnes qui m'ont marqué. C'est toi, tu le sais, et Marion, qui est mon associé aujourd'hui. Mais toi, c'est vrai qu'on se parle tous les jours, etc. Donc, mais ouais, parce qu'on se ressemble aussi énormément, tu vois, sur ces aspects-là. Et je pense que oui, c'est pas anodin que tu aies répondu la même chose. Je pense, Pour le coup, on a une différence. Alors, aujourd'hui, au moment où je tourne le podcast, c'est que moi, c'est vrai que le côté solopreneur me va pour l'instant. J'ai pas forcément envie d'aller plus loin parce que justement, c'est ce côté, je me dis que... alors, j'allais dire, je suis un peu feignant dans l'âme, peut-être. C'est-à-dire, je me sens pas sacrifier beaucoup de choses pour construire un truc de grand. C'est-à-dire, bien sûr, même en solopreneur, il faut qu'on taffe. Là, tu vois, je suis en train de préparer une formation là, en Suisse que je fais et ça prend un temps fou. Bien sûr. Donc, je taffe. Mais je suis pas excité par ce côté quelque chose de grand. Et toi, pour l'instant, ça peut changer. Et toi, inversement, qu'est-ce qui t'excite ? Enfin, qu'est-ce qui t'excitait plus dans le côté solopreneur ? Alors, pour te répondre, effectivement, le côté solopreneur m'allait très bien. C'est qu'en fait, au moment où je me suis dit, je peux réaliser mon rêve d'être entrepreneur, qui est pour moi pas du tout la même chose. Hein. Solopreneur, entrepreneur, il y a quand même un fossé entre les deux, tu vois. La même chose. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs, en devenant réellement entrepreneur, en devenant réellement un CEO, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un gap et que c'était pas le même challenge surtout.
Et je me suis dit, ok, solopreneur, ça me plaît, sauf que j'ai toujours rêvé plus grand, et j'ai toujours rêvé d'avoir mon entreprise, d'avoir mes salariés, et de créer surtout, de créer de la valeur, et de vendre mon service, tu vois, et à grande échelle. Me demande pas pourquoi. C'est à grande échelle qui est important. Parce que à grande échelle, parce que je pense que j'ai eu toujours des, tu vois, moi les super héros que j'avais, tu vois, c'était Bill Gates et tu vois, oui, j'aimais quand même Iron Man quand même, il faut pas déconner, mais. C'est une référence à une vidéo que tu as postée sur. Oui, je sais. Mais, tu vois, sur LinkedIn et qui a bien marché. Mais tu vois, il y avait Steve Jobs et tu vois Bill Gates, etc. C'est des gens qui me fascinaient surtout. Je me dis, mais les mecs, ils ont construit un empire sur leur passion. Je trouvais ça génial. Parce qu'en fait, ces mecs-là, il ne faut pas oublier que c'était des passionnés avant tout. Même si je ne suis pas d'accord avec le management, par exemple, de Steve Jobs, qui était quand même très compliqué apparemment. Mais Bill Gates, j'apprécie énormément ce qu'il fait et son travail. Et je me suis dit toujours qu'encore une fois, le syndrome de l'imposteur, c'était pas accessible. Et au jour où je me suis rendu compte, tu vois, quand j'ai eu des plus gros contrats, où j'ai eu des contrats où on me faisait signer des contrats à quasiment 20 000, 25 000 euros, tu vois, je me dis, ah ouais. Là, ça commence à parler. On ne parle plus de solopreneur à partir de ce moment-là, tu vois, parce que tu signes un contrat, c'est déjà quasiment une année de solopreneur, presque, tu vois, en France. Donc je me dis, je signe un contrat, ok, c'est aussi important. Je me dis, en fait, je peux passer en entreprise. Et après, j'ai eu Marion qui est arrivée. Je me suis dit, mais en fait, je peux réellement passer en entreprise, tu vois. Je me suis dit, en plus, j'ai la bonne copilote avec moi pour aller super loin. Et en plus, à côté, j'ai une femme super qui est aussi avec les enfants, etc. Donc en fait, j'avais tous les paramètres qui étaient ouverts. Je me suis dit, écoute, mon grand, ta chance là d'être entrepreneur, sachant que je l'avais déjà fait avec Worthit. Mais avec Worthit, c'était beaucoup plus compliqué, tu vois. Ça n'avait pas marché parce que voilà, c'était pas le moment, etc. Là, je me suis dit, dis donc, les feux sont vachement ouverts quand même. Si j'y vais pas là et que je ne donne pas toute mon énergie là maintenant à 34 ans, ça marchera. Enfin, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, tu vois. 55 ans qu'il faut. On verra peut-être après, plus tard. Il y en a, ils font ça. C'est ça, mais je me dis, c'est maintenant ou jamais, c'est ta chance. Et en plus, les gens, il y a une demande. Ah oui, je me dis, la demande elle est folle. Ok, donc toutes les feux ouverts, tu vois, j'en ai parlé avec ma compagne, forcément c'est très important ça, quand on est en couple et qu'on est marié, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on est prêt à faire ça, à vivre cette vie-là tu sacrifies beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, c'est un sacrifice dans le sens où tu passes moins de temps avec tes enfants, parce que des fois certains soirs tu peux pas rentrer, t'es en rendez-vous, t'es à Paris, machin, etc. Je fais des voyages, des déplacements chez les clients, des fois je suis entre une semaine et demie en déplacement par mois, tu vois. Ça fait beaucoup, tu vois, pour une mère de famille où il y a deux jeunes enfants de 2 et 7 mois. Donc, de 2 ans et 7 mois. 2 ans et 7 mois, oui. J'ai dit quoi? Bref. De 2 et 7 mois. Non, 2 ans et 7 mois, quand même, oui. Et justement, comment tu concilies, là tu en as un peu parlé, mais en réponse plus large, comment tu concilies ce côté construire AI Forward, donc première formation IA de France, premier formateur IA de France, et cette vie de famille que tu as, comment tu arrives, parce que là, en fait, tu vis pas à Paris, tu vis moins loin que moi, mais... Je suis moins loin que toi, je suis à 1 heure de Paris en train, ça. Effectivement. Mais t'es peu chez toi, entre guillemets. Comment tu concilies... Alors non, je suis beaucoup chez moi quand même. Okay. J'essaie d'être beaucoup chez moi. C'est-à-dire que effectivement, quand je suis en déplacement, je peux rien y faire, tu vois, je dors à l'hôtel, bon, pas de souci. Mais quand je suis chez moi, j'ai un bureau quand même, j'ai pris un bureau juste à côté de chez moi. Et on aura des bureaux à Paris, ce qui fait qu'il y a quand même 2 ou 3 jours par semaine où je reste quand même à côté de chez moi. C'est-à-dire que c'est hyper important pour moi d'être là, en fait, dans ce qu'on appelle les tunnels. Les parents vont sûrement reconnaître ce mot. Ce qu'on appelle le tunnel du matin et le tunnel du soir. Tu sais, c'est quand tu dois t'occuper des enfants au lever et les coucher, les faire manger, etc. le soir. Et ça, c'est hyper important pour moi d'être là, d'être présent pour eux. Parce qu'en fait, c'est quand même eux ma priorité. Tu vois. AI Forward, c'est mon bébé, c'est mon entreprise. Mais avant, j'ai quand même ma vie de famille, qui est quand même plus importante, toujours, aujourd'hui pour moi. Et je sais que c'est pas forcément évident. Il y a des entrepreneurs qui switchent très vite. J'ai des noms en tête. Je dirais pas. Après, mais chacun fait ce qu'il veut. Après, moi, ma famille, en tout cas, est toujours plus importante que l'entreprise. J'aurais la même optique que toi. Mes enfants, c'est ma vie. Et j'ai besoin d'aller les coucher, etc. Et si des fois je peux pas. Mais tu vois, même quand je peux pas, l'avantage c'est que maintenant on a la visio, tu vois, c'est pas comme avant. Donc aujourd'hui, tu vois, il y a toujours je les appelle en visio le soir avant de se coucher, machin, etc. Donc je les vois quand même. Il y a toujours un besoin de les voir et autres. Et j'ai surtout une compagne qui pourtant est professeure des écoles, qui a aussi un métier qui est très prenant, mais qui crée l'aventure avec moi aussi. Hein. Mine de rien, c'est aussi une associée indirecte. Les gens l'oublient souvent quand il y a un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise. Il ne faut pas oublier qu'il y a le compagnon ou la compagne qui est derrière et qui gère les enfants, qui a un tout autre métier qui est très difficile aussi. Et c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est que vraiment j'ai 2 associés, j'ai Marion, j'ai ma femme, et grâce à ces 2 associés-là, ça me permet d'avancer dans mon entreprise, tu vois. Quand on est en couple, il faut absolument que la personne soutienne, ça ne peut pas marcher. Alors si il n'y a pas de soutien de sa moitié, tu peux oublier le rêve d'entreprendre. C'est impossible que ça marche. Donc, même solopreneur, je dirais, parce que au final...
quelque chose d'assez précaire au départ. Bien sûr. Tu peux stresser et tout, et si la personne avec qui tu es le plus proche ne te soutient pas, ce n'est pas possible. Non, c'est même sûr. Donc il faut absolument quelqu'un qui soit compréhensible, tu vois, et compréhensible dans le fait que des fois, tu peux pas être disponible. Parce que l'entreprise, parce que tu as des rendez-vous, etc. Et ma femme est très compréhensible là-dessus. Et pourtant, c'est dur. Tu vois, je le sais, je le vois des fois que c'est dur moralement et physiquement. C'est elle où c'est plus dur. Même si moi, des fois, je travaille jusqu'à 8h. J'ai déjà fait des travails week-ends, le soir, etc. Parce que quand tu crées l'entreprise, il y a ça aussi qu'il faut savoir. Hein, c'est qu'il y a des moments où tu vas devoir cravacher parce que tes clients, ce qu'ils veulent, ils t'attendent pas. Hein. Donc, c'est le moment, en ce moment-là. Oui, bah, en ce moment-là, c'est pour toi, mais t'inquiète, c'est encore toujours pour moi. C'est pour toi aussi. C'est toujours, ça s'arrête pas en fait. J'ai bien compris que ça allait pas s'arrêter, encore moins cette année. Mais c'est bien parce qu'on crée quelque chose de beau et que je me dis peut-être qu'un jour, peut-être que je gagnerai, comme on parlait d'argent tout à l'heure, peut-être que je gagnerai assez ma vie pour que ma femme puisse s'arrêter, puis recréer, je sais pas, soit se reconvertir dans un autre métier qui lui plaît, mais qu'on ait assez de finances pour qu'elle puisse derrière, tu vois, faire autre chose ou créer un business aussi. Et là, c'est à moi c'est moi qui la soutiendrai, tu vois, financièrement et qui m'occuperai aussi des enfants, tu vois, et inversement. Tu vois, je veux pas on essaye quand même d'être à 50-50, même si là, en vrai, c'est plus 60-40, tu vois, parce que forcément, c'est elle qui est plus là à la maison pour les enfants. Donc ouais, j'aimerais bien un jour rééquilibrer, mais pour ça, il faut forcément... Il y a toujours une histoire d'argent, en fait. Hein, il faut bien vivre, il faut bien que tu te loges, il faut bien que tu te nourrisses, tes enfants, ils ont besoin de s'habiller, etc. C'est une question à la fin. Et moi, j'ai plus envie que ce soit une question. Voilà. C'est juste pour ça, tu vois. Et le jour où c'est plus une question, je me dis, waouh, c'est cool, je peux encore entreprendre encore plus, tu vois. C'est génial, tu vois. Mais vraiment, c'est une passion surtout. Mais... Alors là, comme l'heure tourne, quand on approche de la fin, j'ai envie de te poser quelques questions. Alors, on reviendra sur le côté perso à la fin pour terminer sur ça. J'ai envie de revenir au sujet du podcast, donc qui est l'intelligence artificielle générative. Et j'ai envie de te poser 2-3 questions, alors pas d'actualité, mais plutôt de... Qu'est-ce que tu penses de ça? Des réponses assez courtes, alors pas en 5 mots, hein, mais des réponses assez courtes. Je te fais des trucs courts. Et j'ai envie, en fait, vraiment d'avoir ton avis sur ça. Donc, tu as déjà un peu répondu à ça. Tu as dit que des personnes comme Bill Gates disaient que l'intelligence artificielle, alors je ne sais plus si c'est l'IA ou l'IA générative qu'il a dit, était une révolution aussi importante, voire plus importante que l'était Internet. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis complètement d'accord. En vrai, j'ai connu, tu vois, cette apparition d'Internet. Tu vois, j'ai commencé avec le modem 56K. Donc, j'ai connu ça. Et bien évidemment, parce qu'Internet, ça a été progressif. Je sais pas si tu t'en rappelles, parce que tu es du même âge que moi, ça a été très progressif, 56K, 512. Ça a apparu dans les foyers très doucement, machin, Minitel, enfin, compagnie, etc. Et par contre, là, ChatGPT, ça a fait comme un gros boom, tu vois. Ça a apparu le 30 novembre. Le 1er décembre ou le 2 décembre, il y avait déjà, je sais pas combien de millions de personnes qui étaient connectées et qui testaient. 100 millions en janvier, je crois. Ah, mais c'est énorme, t'imagines, 100 janvier millions de 2023. Ouais, mais en un mois, du coup. Tu dis 100 millions en un mois. Ça a explosé tous les records d'utilisateurs, machin, etc. Je me suis dit, ok, ouais, là, c'est bien plus impressionnant. Ça va beaucoup plus vite. Et les gens se l'approprient plus vite parce qu'en fait, il faut pas oublier que l'IA générative, enfin, les LLM, surtout, ce qu'ils utilisent, c'est le langage humain pour communiquer, en fait. Et rien de plus facile que d'utiliser son propre langage maternel. C'est la révolution. C'est ça, c'est là la révolution. Tu vois, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre entre. C'est pas la generative AI qui est la révolution, c'est la communication avec celle-ci qui est la révolution. C'est-à-dire le langage humain. Et là, ça a tout changé. Ça a tout changé. Et alors, pour le coup, la question qui suit a vraiment un lien avec ce que tu viens de dire parce que tu as parlé d'OpenAI. On ne parle que de cette entreprise, plus ou moins, en bien et en mal, puisqu'il y a eu un petit micmac où Sam Altman a été viré puis revenu. Enfin bon, on passe. Est-ce que tu penses que OpenAI a déjà, en gros, a gagné la bataille de l'intelligence artificielle générative ou est-ce que c'est le AltaVista de l'IA générative? Pour les plus jeunes, AltaVista était le premier moteur de recherche mondial, en fait, qui a indexé les pages web, qui n'existe plus aujourd'hui, puisque est arrivé un certain Google en 98 qui a pris le marché et qui l'a tué. Qui l'a quasiment tué. Il l'a tué. Donc AltaVista a disparu. Donc, est-ce que OpenAI, pour toi, peut subir un destin à la AltaVista ou est-ce qu'ils ont aujourd'hui trop d'avance? Parce que, n'oublions pas, parce qu'il y en a qui ne savent pas peut-être que OpenAI a Microsoft désormais derrière, qui a mis 10 milliards dedans. Ils vont peut-être lever 100 milliards, là, j'ai lu. Ils aimeraient, en tout cas, et Microsoft possède 49% d'OpenAI. Donc, avec toutes ces infos, est-ce que tu penses que
on est sur du Alta Vista ou est-ce qu'on est vraiment sur un champion qui va pas être délogé? La réponse, voilà, est un peu complexe. T'inquiète pas, je vais te la donner la réponse. C'est marrant parce qu'on a eu la même conversation il y a 2 mois. Je t'aurais dit OpenAI, il va tout défoncer, pas de problème. De toute façon, il suffit de. D'ailleurs, j'ai été très médisant avec Mistral, là, qui est notre LLM français. J'étais très médisant au début en me disant mais arrêtez avec Mistral, ok, on lève, allez, même si on lève 1 milliard, vous comparez ça à OpenAI qui lève 10 milliards, voire même 100 milliards là bientôt. Je dis c'est ridicule. Et en fait, j'avais été trop dans l'optique de l'argent fait le produit. Et ben en fait, non, l'argent ne fait pas le produit. Là, en faisant des tests, forcément pour mes clients, pour moi-même, etc., je me suis un peu pris une claque. J'ai compris que ChatGPT devenait moins bon dans ses résultats. Je l'ai vu au fil des mois. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le ressentir. Il suffit de parler à des gens qui s'y intéressent un peu et on voit que ça diminue quand même fortement. Et les résultats baissent parce qu'en fait, ils mettent ce qu'on appelle des barrières. En fait, ils modèrent l'intelligence artificielle. Et alors, plus ils la modèrent et plus ils la rendent mauvaise dans ses réponses. Parce que du coup, ils la privent un peu de liberté de réponse. Et du coup, elle donne des réponses très génériques, très mauvaises. Enfin, vraiment, moi, je trouve plus mon compte là-dessus. Et je me suis mis à utiliser Mistral là depuis 2 semaines. Et je me suis dit, mais en fait, Mistral, c'est mieux. Les réponses sont vachement mieux. On peut en plus l'installer plus facilement parce que c'est de l'open source, donc on peut l'installer plus facilement en entreprise. Moi, c'est un vrai enjeu pour le B2B, c'est un vrai enjeu pour mes clients. Donc ça coûte vachement moins cher de créer des choses avec Mistral aujourd'hui. Et en plus, Cocorico, quoi, c'est français. C'est-à-dire que autant j'étais médisant, mais autant je me suis dit, mais t'es complètement abruti parce qu'en fait. L'utilité, elle est complètement folle, les réponses sont extrêmement bonnes, et je trouve que le confort d'utilisation d'un Mistral est hyper bon, tu vois. Enfin, vraiment, je trouve ça chouette, les réponses sont justes, et même dans le droit, tu vois, quand tu fais du juridique, etc., je parle pour toi plus, tu vois, mais c'est une IA qui a vachement appris sur le droit européen, français, etc., à différence de OpenAI qui est très américain. Il faut que tu leur... OpenAI, ChatGPT, tu dois lui donner la source. Moi, j'ai pas de test, alors, je l'avoue. Je pas la formation ChatGPT. Je te le conseille. Mais ça fait partie de ma liste des choses à tester pour le faire. Mais je vais le faire là dans les jours qui viennent. Il faut juste que je finisse cette formation et que je fasse. Donc, j'allais te demander si l'open source a un avenir. La réponse est oui. Clairement. Tu vois, moi... Après, les réponses changent selon moi. On pose la question, tu disais OpenAI il y a 2 mois, il casse tout. Là, peut-être pas. Peut-être que dans 2 mois, GPT-5 va sortir et là, ça y est. Voilà. Il y a 1 mois, c'était le fameux Gemini de Google que tu allais tout tuer, qui a fait un flop absolu parce que la vidéo était trafiquée. Enfin, c'est quand même une honte. Faites attention à ce que vous lisez d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Oui. Mais bon, moi, je suis créateur sur... LinkedIn, et je sais ce qui attire les gens. Je sais que les phrases chocs, les accroches, les machins, c'est ça qui va... voilà. Mistral est français. Tout à fait. Il y a l'EACT qui est sorti en Europe. Est-ce que tu penses qu'une réglementation peut aider Mistral à se développer ? Non. Non, clairement pas. Plus tu réglementes, enfin c'est comme on parlait d'OpenAI, tu vois, plus tu mets des barrières, plus c'est compliqué après d'avoir des résultats. Voilà, c'est pareil, plus les LEAC, c'est très difficile d'ailleurs à dire, vraiment merci les gars. Le règlement européen. Les règlements européens sur l'IA, plus ils se sont amusés à mettre des barrières et plus ils ont mis des bâtons dans les roues justement à nos start-upers européens. Et c'est dommage parce qu'il ne faut pas oublier que les cerveaux les plus brillants de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de débat, c'est en France qu'on les a. On est très fort en maths justement, là pour le coup les maths sont très bonnes, c'est très utile pour le développement sur Python et sur l'IA en général. On a des très très gros cerveaux qui sont très bons, d'ailleurs on le voit avec Mistral, bravo les gars. Et derrière, on a les Européens qui arrivent avec une connaissance quasi de zéro et puis qui arrivent et qui disent « Ah, mais on va mettre des bâtons dans les roues un petit peu de tout le monde et puis on va essayer de cadrer tout ça. » Alors, c'est très bien de vouloir cadrer des mauvais côtés de l'intelligence artificielle parce qu'on ne parle pas des deepfakes, des fake news, etc. qui peuvent être créés avec l'IA. Ça fait partie de notre quotidien maintenant. Mais par contre, il ne faut pas abuser non plus sur la réglementation parce que derrière, tu mets des bâtons dans les roues et plus tu mets des bâtons dans les roues, plus tu laisses de l'avance aux concurrents américains et chinois. Je peux être que d'accord avec ça, puisque j'ai fait plusieurs posts LinkedIn sur le sujet que réglementer c'est bien, mais on réglemente quand on a déjà un concurrent, quand on n'emploie pas de gros mots, enfin quand on ose employer les gros mots que sont le protectionnisme et tout, et qu'il faut justement que développer une IA européenne, alors qui peut être française ou allemande, c'est pas grave, là pour le coup elle est française, c'est cool, mais c'est pas en mettant des bâtons dans les roues aux innovateurs et tout. Hugging Face est parti aux États-Unis, donc faut. Puis attention, Mistral a levé des fonds, il y a beaucoup d'Américains, donc il faut faire attention. Et
Et je vois beaucoup de gens, notamment des gens qui paraissent intelligents, dire que le fait d'avoir un règlement européen, ça va permettre l'émergence d'une IA européenne. Spoiler, c'est faux. Voilà, c'est complètement faux. C'est tout. C'est dangereux même de penser ça. En parlant de danger, est-ce que tu peux me dire en une phrase que tu penses des IA chinoises et si tu en as peur? Les IA chinoises, très vite, j'en ai pas peur, j'en ai peur de l'utilisation qui va en être faite par le gouvernement chinois surtout, c'est surtout ça en fait, c'est surtout qu'il y a un gros problème en Chine, mais ça c'est plus politique que technologique. Mais effectivement, ils taffent très très fort sur leur IA, ils vont avoir des IA, mais qui seront du coup vraiment pas libres, pour le coup très contrôlés par le gouvernement. Donc ouais, moi un petit peu peur de ce qu'ils vont en faire, surtout sur le peuple chinois en général, quoi. Et l'IA en 10 ans, pareil en une phrase, t'es plus en mode... Laurent Alexandre, où ça y est, on va tous remplacer, inutile et tout, ou tu penses qu'on va juste avoir une évolution de ce qu'on a aujourd'hui et qu'au final... Moi, je pense qu'on peut tous aller aux Bahamas, dès demain. Je pense qu'on est tous bons. Non, bien évidemment, ça va être une évolution. Ça va être une grosse évolution robotique et intelligence artificielle. Attention, c'est deux sciences différentes, mais les deux arrivent très très fort. Notre environnement industriel va changer, économique va changer fortement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tout de suite paniquer à dire que ça va nous remplacer. Encore une fois, c'est faux. L'IA générale n'existera pas non plus. La Terminator n'existera pas, donc pas de panique. Donc tout va bien, on est bien, on a surtout une belle technologie, on commence à peut-être avoir les métiers pénibles qui vont commencer à disparaître pour des métiers plus intéressants, c'est-à-dire que ces gens vont faire peut-être des choses qui sont plus intéressantes dans leur vie. Les nouveaux métiers qui arrivent. Les nouveaux métiers. Internet a créé de nouveaux c'est ça. métiers. Donc oui, il y a des gens qui vont perdre leur métier, mais derrière ils vont en récupérer peut-être un autre, enfin en tout cas j'espère, et on va travailler pour tous ensemble, je pense, j'espère, parce que la France est un beau pays pour ça, donc on va espérer faire le taf, et puis voilà. Mais écoute, moi j'ai lu Laurent Alexandre, il y a des choses intéressantes, mais ça va beaucoup trop loin. Donc je suis plutôt d'accord avec cette vision des choses à 10 ans. On arrive aux 3 dernières questions de ce podcast, donc les questions de fin, que je pense qu'on posera à chaque invité. Donc qu'est-ce que je pourrais te souhaiter, mon cher Arnaud, pour 2024, pour 2024, pro, perso, ce que tu veux, quelque chose que je pourrais... Que tout aille bien pour ma famille en priorité, et que forcément que le business là fleurisse et que je m'épanouisse dedans avec les gens avec qui je travaille. Voilà, c'est simple en étant très compliqué. C'est toujours le plus simple, mais qui est très compliqué. Mais ouais, vraiment le meilleur pour le business, qu'on s'éclate quoi, et que dans un an on se retrouve et on refait le même podcast et on se dise ok, on a encore fait un step up. J'espère qu'on fera le même podcast dans un an, c'est-à-dire qu'il aura bien percé. Clairement, et ouais, je serais content de le faire. Mais voilà, ce qu'on peut me souhaiter pour cette année. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Je lis... Ça peut être de l'IA ou autre, hein. Ça peut être ce que tu veux. Non, je lisais le livre Yann Lequin. C'est ça ? Alors Lequin ou Lecune, enfin bref, comme vous voulez. Lequin. Je sais plus le nom, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. Bref. C'est le livre qu'il a sorti il n'y a pas longtemps ou le dernier. Non, le dernier. Le dernier. Je suis en train de j'ai commencé à le lire parce que c'était un des rares que j'avais pas lu. Mais voilà. Ça fait partie des livres là que je lis, mais quand j'ai le temps surtout, ce qui est pas évident. Mais j'écoute beaucoup de podcasts aussi, donc c'est vrai que j'essaye de trouver du temps quand je peux. Et enfin, la dernière question, est-ce que tu as une recommandation pour un prochain invité ? Dans l'IA, forcément. Oui, c'est mieux. Singularité IA, c'est soit de l'IA. C'est mieux. C'est vrai que je connais peu de gens dans l'IA. C'est pas grave si tu n'en as pas. Bah si, j'ai Mathieu, qui est aussi un de tes voisins d'ailleurs. Mathieu Cortési. Mathieu Cortési, c'est un des rares que j'apprécie dans l'IA. Donc Mathieu Cortési. Et du coup, voilà, c'était lui que j'aurais souhaité que tu invites. Mais parce que j'ai hâte de voir un petit peu aussi son point de vue et son IA, qu'est-ce qu'il en fait lui derrière, tu vois. Après il y en a plein, mais peut-être Ludovic aussi, Ludovic qui fait des vidéos sur YouTube, qui est très bon. Salène, tu parles. Salène, tout à fait, qui est très très bon aussi. Donc voilà, si tu arrives à l'avoir, ça serait très cool, parce que je pense que voilà, c'est aussi un passionné qui fait du business différent et qui avait aussi explosé sur YouTube pour ça. Donc voilà, 2 personnes qui peuvent être intéressantes. Bah écoute, je note, et c'est des gens que j'aimerais vraiment qu'on invite, soit JB, soit moi, soit ensemble. Merci Arnaud. Merci à toi. Je pense que cette première édition en vidéo s'est bien passée. C'était très cool, très rapide. C'est passé très vite. Par contre, c'est très vite. Ouais, j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes, mais... Et voilà, donc merci beaucoup. On te retrouve sur LinkedIn, donc Arnaud Cliquenois, et pour l'instant que sur LinkedIn, t'es pas sur Insta, t'es pas sur... Non, mais après vous pouvez aller sur le site de l'entreprise qui s'appelle ai-forward.com. On mettra le lien dans la description. Avec plaisir. Merci Arnaud, merci Arnaud, et donc à très bientôt. À très bientôt. Et à plus tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.